Alors mon intervention, elle est liée à, d'une part, une exaspération, que peut-être vous partagez, donc vous allez voir, et aussi une inquiétude pour la suite, pour l'avenir, qui me paraît trop rose ou pas assez, je ne sais pas. La situation me paraît de plus en plus difficile et dangereuse, et on va essayer de dire pourquoi, bien que bien sûr il n'y ait aucune fatalité historique et que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Je me souviens d'avril 68, j'étais à l'université, et tout le monde faisait son petit sommeil tranquille, on dormait, tout le monde dormait, et les autorités françaises, notamment le général de Gaulle, parlaient des Français qui étaient des veaux. Et puis, à la surprise presque générale, y compris de ceux qui militaient le plus pour que ça bouge, il y a eu mai 68. Je crois que l'histoire a beaucoup plus d'imagination que nous. Et donc, rien n'est joué, mais il y a des choses qui nous exaspèrent et nous inquiètent, et je vais essayer de vous communiquer cette exaspération et cette inquiétude. Alors l'exaspération, tout d'abord, c'est que, il me semble, qu'il y a dans notre pays une petite caste dirigeante très restreinte qui se permet tout, qui peut tout se permettre, qui a raison toujours sur tout, qui considère en fait que tous ceux qui ne sont pas dans la même ligne, ou bien n'ont pas compris, ou bien sont des imbéciles. Regardez les derniers événements, si l'on critique cette loi dite du travail, c'est parce qu'en fait la communication n'avait pas bien fonctionné. Et si les syndicats de fonctionnaires ce soir ne sont pas très satisfaits du 1,2% de majoration de l'indice pour les fonctionnaires, on ne comprend pas trop, puisque c'est quand même un déblocage d'une situation qui dure depuis de nombreuses années, alors ils devraient être contents. Sur BFM TV, il y a quelques minutes, le journaliste disait « ils ne sont pas encore satisfaits ». Vraiment, 1,2% de majoration du point d'indice, et ils ne sont pas satisfaits. Donc, ou bien il y a des erreurs de communication, ou bien il y a un niveau culturel insuffisant, mais sans ça, ils ont toujours raison. On va voir de qui il s'agit. En fait, il me semble, on pourra en discuter, il y a une sorte de dictature de la pensée méprisante qui plane sur nous tous. Ça se sent dans les débats, dans ce bavardage permanent qu'il y a sur les antennes de télévision, où toujours les mêmes repassent en boucle, de toute façon. Et on a le sentiment que ceux qui ne sont pas dans ces sillages sont des gens qui ne méritent même pas le moindre intérêt. Les critiques sont des imbéciles. Souvenez-vous, 2005. En 2005, les Français, à la surprise générale, parce que toute la soi-disant élite politique, administrative, intellectuelle, médiatique, avait appelé à voter oui au projet de constitution européenne. Et puis ça a été non, à la surprise générale. Visiblement, on n'avait rien compris. On voulait faire le bonheur des Européens et les Français n'avaient pas compris. C'est ainsi qu'on a été contourné quelques temps plus tard par le Parlement qui nous représente si bien puisqu'ils ont dit le contraire de ce que les citoyens avaient dit quelques mois plus tôt. On nous a raconté aussi que la croissance allait déboucher sur l'emploi. Alors, il n'y avait pas de croissance du tout, donc il n'y avait pas d'emploi. La croissance a redémarré très légèrement, mais pas suffisamment, dit-on maintenant, pour qu'il y ait des créations d'emplois. Et vous verrez, on n'en parle plus beaucoup parce qu'on sait à l'avance qu'il n'y aura pas de création d'emplois, même si la croissance atteint 2, 3 ou 4%, ou 5%, comme c'est le cas dans certains pays voisins, ça ne change rien à la situation, si ce n'est qu'à la place d'emploi, il y a des faux emplois précaires qui remplacent les emplois stables. Et de toute façon, la croissance n'est pas le problème, parce qu'il pourrait y avoir une croissance de 25% si la répartition ensuite des efforts qui explique la croissance n'est pas assurée, ça ne change rien. Ça sera un petit noyau qui bénéficiera de cette croissance. Sans révolution dans la distribution et la répartition, il n'y aura aucun changement nouveau en la matière. Puis il y a cette loi sur le travail qui est le bouquet final, je trouve, de ce quinquennat, qui couronne non pas seulement ce quinquennat, mais 10 ans de quinquennat, que ce soit celui de M. Sarkozy ou de M. Hollande, qui nous apprend que finalement, c'est en licenciant qu'on va pouvoir embaucher. On fait des acrobaties et on nous prend, nous, pour des imbéciles. C'est ça le ton, moi, qui me dérange. À la limite que certains défendent leurs intérêts
pourquoi pas, le débat serait alors sur la légitimité des intérêts, par exemple, patronaux, qui ont leur logique, de fonctionnement et leurs intérêts. Et il y aurait un débat sur la légitimité, qui a le plus de légitimité à défendre ceci ou cela. Non, il y a ceux qui disent la vérité, et puis il y a les mauvais penseurs, les mauvaises critiques. Le MEDEF a toujours raison, la CGT a toujours tort. Et puis bien sûr, heureusement qu'il y a, comme on dit, nouvelle formule des syndicats réformistes. Je me demande, on ne qualifie pas les autres d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment on les appellera demain, mais c'est ainsi. Et tout ça dans un climat de bavardage. Il me semble que nous sommes dans une démocratie du bavardage, comme si le bavardage c'était le comble de la démocratie. On peut parler de tout, n'importe comment, n'importe quand, par exemple ce soir, sans embrayer sur le réel. Moi j'ai eu le sentiment à l'université pendant 40 ans de dire tout ce que je voulais, mais que comme quand l'embrayage est usé dans notre voiture, vous savez, ça n'avance pas, ça ne change rien du tout, on peut donc raconter tout ce qu'on veut. C'est un exercice de psychothérapie très efficace, d'ailleurs, ça fait du bien. Mais ça ne change rien à la réalité. Il suffit de laisser passer l'orage pour les pouvoirs publics ou les pouvoirs privés, et puis tout reste en état. Les tricheurs, eux, s'en sortent assez bien, que ce soit M. Balkany, M. Cahuzac, les champions de l'évasion fiscale. D'après le syndicat des impôts en France, 60 à 80 milliards d'euros chaque année, ce qui comblerait à peu près tous les déficits. Il n'y aurait plus besoin de creuser, de faire les tiroirs de vente du patrimoine public ou bien de majorer les impôts locaux ou les impôts nationaux. 60 à 80 milliards, rien que cela. On pourrait axer tous les efforts du gouvernement sur la récupération de ces impôts qui fichent le camp. Je ne parle pas de la fraude, l'évasion. La fraude, c'est encore autre chose. Mais l'évasion fiscale, légalisée, puisque M. Sarkozy disait les paradis fiscaux c'est fini, personne s'en est aperçu. Ni les paradis fiscaux, ni ceux qui s'en servent. Et puis, il y a aussi une autre forme de censure auquel on ne pense pas, c'est le silence. Je crois que le silence est une excellente censure. Je crois que si aujourd'hui il y avait le procès de Galilée, il n'y aurait pas de publicité au procès de Galilée, on ferait silence sur le procès de Galilée, et Galilée serait condamné, comme hier, mais sans que cela fasse du bruit, sans que cela marque l'histoire. Le silence est une arme fabuleuse au niveau de la censure. Vous savez, si vous avez 50 manifestants à Strasbourg, et qu'il y a 10 caméras de télévision et 25 journalistes, ça sera un événement national. S'il y a 10 000 personnes à Limoges sans journalistes, c'est rien du tout. Ça ne concerne que les Limousins, qui sauront vaguement qu'il y a eu quelque chose sans savoir même exactement quoi. Et donc, la fabrication de l'information, maîtrisée par les grands médias, c'est un extraordinaire instrument de censure. Simplement, l'agenda ou l'ordre du jour de chaque bulletin d'information, c'est une censure extraordinaire, c'est une sélection fabuleuse. Ne parlons pas de l'international. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs par ailleurs que le vendredi et le samedi et le dimanche, il n'y a plus d'informations du tout, ou presque. Comme si le week-end s'arrêtait, la planète s'arrêtait. En sachant d'ailleurs que le week-end n'est pas le même selon les sociétés. Néanmoins, pour nous, il n'y a plus d'informations qui passent à partir du vendredi soir. On est en week-end. Et en gros, la télé, c'est l'équivalent de la matraque dans le tiers-monde, vous savez. L'intoxication et le formatage, ça se substitue à la matraque dans un certain nombre de pays. Il n'y a pas besoin de matraquer, pour le moment. Vous allez voir que peut-être ça peut changer, il ne faut pas désespérer. Mais on est dans une société, pour le moment, sans trop de matraque, mais avec beaucoup d'intoxication. Mais si l'intoxication ne marche pas suffisamment, alors il y aura la matraque. Et il y aura les deux. Et c'est pourquoi j'ai une certaine inquiétude aussi, je voudrais vous faire partager, après cette exaspération, qui me conduit à penser à Yabasta, comme à nos amis de certains pays d'Amérique du Sud. Inquiétude. Parce que je crois que un trio, aujourd'hui, politique, qui est constitué du Front National, de l'ex-UMP et du Parti Socialiste. J'ai toujours une hésitation quand je prononce ce mot, Parti Socialiste, mais on pourra en discuter. Ce trio manifeste, joue d'une certaine complicité permanente, et on a le sentiment, si vous regardez les 3 programmes, s'il y a quelque chose qui peut s'appeler programme, que chaque parti fait les poubelles des autres pour constituer son propre programme. D'où une similitude frappante, au niveau social, au niveau économique notamment, chacun ramassant dans la poubelle de l'autre ce qui pourrait le servir vis-à-vis de son électorat. Et en conséquence, on peut imaginer demain le pire, comme cela commence à se manifester très concrètement dans certains États membres de l'Union européenne, sans qu'il y ait la moindre mesure prise par les instances de Bruxelles, en Pologne,
en Lettonie, en Hongrie, et sans que ça provoque beaucoup d'informations d'ailleurs dans nos médias, ni de réactions qui pourraient être des sanctions et des suspensions de la part des instances de Bruxelles. Vous savez, il y a des dispositions dans le traité de Lisbonne notamment qui permet aux instances européennes de suspendre un État membre qui ne respecte pas les obligations de l'Union européenne. Et ces obligations sont des obligations concernant la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté des partis politiques et du pluralisme, etc. etc. Là-bas, on interdit les partis, on supprime la liberté d'expression, on saisit des journaux, etc. Sans que d'abord on soit informé réellement, et sans par ailleurs que ça inquiète Bruxelles. Mais la contagion est tout à fait concevable et possible, puisqu'on ce qu'on tolère dans ces pays-là peut demain être toléré ailleurs, y compris dans notre patrie des droits de l'homme. Moi j'ai été très frappé, et j'espère que vous aussi, par exemple la condamnation des syndicalistes de Goodyear à 9 mois de prison ferme en première instance. Peut-être qu'en appel ça se passera autrement, mais à l'initiative du parquet, pour ce que je connais bien parce que je l'ai subi à l'université. Ça se produit chaque année dans des facultés de droit, de facultés diverses, une séquestration pacifique des directeurs de ressources humaines. Déjà, pour avoir la vocation pour être directeur des ressources humaines, il faut vraiment avoir les nerfs solides et une volonté humaniste profonde. Dans ma faculté, c'est le rêve de la majorité des étudiants de devenir directeur des ressources humaines. Vous imaginez l'idéal qui monte progressivement chez un certain nombre de nos étudiants. Pas ceux qui défilent aujourd'hui, parce que les miens, ils ne défilent pas. Ils restent sagement dans leurs amphithéâtres avec leur bon maître. Donc, une séquestration pacifique qui débouche sur 9 mois de prison ferme. 9 mois de prison ferme, quand on sait ce qu'on vient de dire sur M. Balkany, sur M. Cahuzac, etc., qui font traîner avec leur cohorte de défenseurs leurs procédures, jusqu'à ce que mort s'en suive ou presque. Pour Balkany, c'est presque ça. Hein. Le nombre d'affaires dans lesquelles il est mêlé de trafic, M. Dassault, de même, etc., on pourrait en citer des stocks dans les partis dits socialistes ou de droite, c'est pas la même chose. Hein. Alors que vous avez 9 syndicalistes qui rentrent dans un bureau, qui ferment la porte à clé et puis qui essaient d'imposer des revendications à des directeurs de ressources humaines dans une boîte où on met à la porte des centaines ou des milliers de gens, c'est condamné 9 mois ferme. Même chose avec les gars d'Air France. Hein, déchirer une chemise d'un directeur des ressources humaines, vous imaginez, c'est pas admissible ça. Hein. Une chemise. À la limite, le syndicat aurait pu être condamné à rembourser la chemise et à offrir une chemise toute neuve, même de belle marque, à ce personnel. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que devient le citoyen. Bon, dans toutes les sociétés, dans tous les régimes, quels qu'ils soient, le peuple est impopulaire. Et comme personne ne se considère comme membre du peuple, on peut tous considérer que finalement le peuple, il n'est pas à la hauteur, il n'est pas en mesure de faire ce qu'il devrait faire. Le peuple est impopulaire, mais essayons de saisir ce qu'il en est. Nos références à nous, Français, c'est la cité athénienne, soi-disant démocratique, ou bien les principes de la Révolution française. Qu'est-ce qu'il en est du citoyen dans ces sociétés? Dans la cité athénienne, rappelons quand même qu'il y avait 2/5 de la population qui étaient des citoyens par filiation. C'est-à-dire qu'on était citoyen de père en fils, sans ça on n'était pas citoyen. Et puis il y avait les esclaves, 3/5 de la population, et puis la troisième catégorie c'était les métèques, les étrangers qui étaient installés dans la cité. Quel changement par rapport à nos jours! Quel changement bouleversant! Sous la Révolution française, 2 catégories de citoyens, malgré la prise de la Bastille. Les citoyens dits actifs et les citoyens passifs. C'était la formule de l'époque. Citoyens actifs, c'était quoi? C'était ceux qui, pour s'exprimer, devaient payer un petit sens. Ce qui écartait la majorité de la population, notamment la majorité des paysans, qui étaient l'essentiel de la population française. Il fallait payer un sens. Donc le suffrage est né avec le fric. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même fondamental. Rien à voir avec nos jours aujourd'hui, où tout le monde vote, sauf les abstentionnistes qui sont largement majoritaires, mais où de toute façon, ceux que l'on désigne font ce qu'ils veulent ensuite. De toute façon, ils ont déjà été désignés par un petit... Et ce petit trio infernal dont je parlais tout à l'heure, Front National, UMP, PS,
qui sont rivaux et concurrents, je crois, préparent des choses très négatives pour la majorité des citoyens et pour la citoyenneté en général. Parce que tout prédispose à ce qu'ils jouent ce rôle très nocif. Tous, ou presque, distinguent les citoyens de souche, hein, les vrais Français. Nous sommes tous des vrais Français. Vous savez, moi je suis d'origine polonaise, d'autres sont d'origine italienne, d'autres sont d'origine espagnole. Mais on est tous quand même des Français de souche, parce qu'il y a au moins 2 générations, disons. Alors là, on est vraiment des vrais Français. Hein. Comme si toutes les sociétés n'étaient pas mixtes par nature, dans tous les secteurs du monde, dans toutes les parties de la géographie mondiale. Mais quand même, il y a les Français de souche, et plus ou moins tous les 3 partis sont à peu près d'accord pour dire quand même qu'il y a une sorte de priorité qu'ils devraient exercer dans la gestion de leur société. Ensuite, les immigrés pauvres, évidemment, c'est pas admissible. Comme disait Coluche, il faut distinguer entre un arabe et un émir. Hein, c'est pas tout à fait le même type d'arabe. Un émir du Koweït, un émir d'Arabie Saoudite, c'est pas tout à fait pareil qu'un arabe venant d'un pays émigré et qui relève des travaux manuels. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, il faut bien distinguer. Sur la promenade des Anglais à Nice, il y a un grand hôtel qui s'appelle le Negresco. Chaque année ou presque, la famille Seoud vient louer un étage entier de l'hôtel. Il n'y a pas de manifestation raciste. Aucunement. Et pourtant, Nice, vous savez, le racisme, ça compte. Hein. On était un des rares villes de France à être jumelée avec une ville d'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Mais là, il n'est pas question de perturber les vacances du roi de la famille Seoud. Alors il y a un jeu très subtil qui se développe de plus en plus entre l'UMP et le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, avec sa politique, est en train de rendre la vie difficile à la droite, parce que la droite ne sait plus trop quoi dire, étant donné que la gauche fait la politique de la droite. Donc, qu'est-ce que peut bien dire la droite à ce que fait une politique de droite menée par un parti de gauche? C'est très compliqué. Hein. Quant au Front National, si cette entente demain, comme en Allemagne, ne se fait pas entre le PS et l'ex-UMP, la droite s'intéressera à développer ses relations avec sa droite à elle, qui est le Front National, parce qu'au Front National, il y a aussi 2-3 tendances différentes. Il y a une tendance très, très traditionnaliste qui veut continuer son travail de solitaire, mais il y a une autre tendance plus compréhensive. Regardez le silence extraordinaire du Front National pour ses problèmes de l'emploi, pour les problèmes de la loi sur le travail. Rien. Et quand le MEDEF critique le Front National, c'est pour certaines questions économiques, pas pour des problèmes sociétals, hein, pour les problèmes de retrait de l'Europe, des choses de ce style. Donc on peut s'arranger. Souvenez-vous de l'histoire, parce que l'histoire ça peut quand même être utile. Benito Mussolini, le parti fasciste italien, il s'est entendu avec l'aristocratie italienne. Oh, bien sûr, l'aristocratie italienne avait un certain mépris pour les chemises noires, ça se comprend, c'était le petit peuple hein, que rassemblait Mussolini. Mais, finalement, on peut chacun jouer son rôle, hein, et Mussolini n'a pas beaucoup perturbé l'aristocratie italienne, encore moins les industriels italiens, qui étaient en naissance. Hitler, le parti nazi, il s'est entendu très bien avec l'industrie lourde allemande, hein, y compris aussi avec l'aristocratie allemande, qui était représentée dans la Wehrmacht, hein, largement. Alors bien sûr qu'il y a des contentieux, bien sûr qu'il y a des conflits, bien sûr qu'il y a des différences. Il y a toujours, dès qu'il y a un groupe humain, il y a des différences. Mais de là à penser qu'il y a des contradictions majeures qui empêcheraient des alliances, c'est faux, c'est radicalement faux. Et vous savez que le parti nazi avait une tendance socialiste, hein, qui était l'équipe de Rome et l'équipe des SA, qui ont été de Strasser, des frères Strasser. Si vous lisez un bouquin qu'on trouve chez les bouquinistes, qui est le bouquin des frères Strasser, qui est un bouquin tout à fait passionnant, qui a été publié dans les années 30, et qui pourrait qui serait très pédagogique pour ceux qui s'intéressent au Front National, notamment. Le programme de Strasser, il était engagé socialement, et il voulait continuer. Quand Hitler a pris le pouvoir à la chancellerie, l'équipe de Strasser a dit, voilà, c'est maintenant que commence la révolution. Ah là là, Hitler et les SS ont dit, ça va comme ça, maintenant on a fini, nous on est arrivés à Berlin, à la chancellerie, et vous savez qu'il y a eu une nuit qui a conduit à l'élimination de tous les cadres des SA, physiquement, hein,
parce que les choses sérieuses commençaient, il ne s'agissait pas de perturber les choses avec des vieux principes plus ou moins révolutionnaires que les nazis avaient développés dans une époque antérieure, c'est-à-dire avant d'être au pouvoir. Vous verrez que ce trio est un vrai trio infernal pour la suite. Nous en reparlons. Et les élections entre ces forces politiques, c'est pour savoir qui dirige qui, pas qui rompt avec qui. Vous savez, les politiques, ils ont du mal à rompre entre eux. Il faut dire que ça, c'est lié à la professionnalisation. La vie est impossible dans une assemblée si pendant des années, vous vous côtoyez en étant de vrais adversaires. Je l'ai vécu puisque j'ai été un élu pendant quelques années. Et j'étais très étonné des adversaires politiques à l'extérieur de l'Assemblée qui s'injuriaient ou presque quand ils étaient en campagne, par exemple, et qui, une fois dans l'Assemblée, s'appelaient par leur prénom ou bien allaient prendre un verre. C'est confortable, vous savez, les assemblées, parce que par exemple, quand j'étais au conseil général de mon département, il y avait un bar bien achalandé à côté de la salle de réunion, et il y a des pauses, des suspensions de séance, bien sûr. Hein. Pendant 6 ans, donc, on se fréquente, on va boire un verre ensemble, on prend un petit apéritif ensemble, on s'invite réciproquement ou presque, on se donne des petits coups de main. Allez, tu peux pas passer ma fille, elle n'a pas de boulot, tu peux pas, etc. etc. Bon. J'ai un chantier que je voudrais bien avoir, est-ce qu'on peut faire un petit coup de main pour que le marché soit passé, etc. Il y a une sorte de complicité qui se développe naturellement. À partir du moment où vous jouez le jeu fondamental des assemblées sans contrôle populaire, le risque est grand. Je crois que, par exemple, une réforme à introduire, c'est l'interdiction du cumul des mandats, la révocation des élus en cours de mandat par les électeurs. Ça peut s'organiser aujourd'hui avec les moyens techniques que l'on a, les moyens technologiques, c'est tout à fait possible. Mais ne pas laisser cette professionnalisation se développer, commencer sa carrière politique à 20 ans et la finir à 85. C'est pas possible. C'est pas un métier. Dans une démocratie, ça ne peut pas être un métier que d'être un politique. C'est un tour de bête. Le tirage au sort, maintenant, vaudrait aussi bien que l'élection, hein, comme dans les cités antiques. Pourquoi pas? Chacun passerait son tour, comme on est juré d'assises. On fait son boulot pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, et puis après on cède la place et d'autres prennent le relais de manière tout à fait... Ça marcherait aussi bien, sinon mieux, que cette élection qui fait qu'on est réélu et qu'on cumule avec toujours de bons arguments. Il faut être maire pour pouvoir bien comprendre la réalité quotidienne, même si on est député ou sénateur. Tout ça, c'est un baratin insensé, on ne peut pas tout faire. Donc les élus ne font pas tout, ils délèguent à leurs copains, à leurs suppléants, à leur secrétariat, à leur épouse, à leur fille, etc. Mais ce n'est pas du travail. On ne peut pas passer son temps à courir d'un lieu à l'autre et à multiplier les réunions. Je me demande comment notre cher président, qui tous les jours se balade quelque part, un jour dans une entreprise pour serrer des mains, un jour à la foire agricole, un jour ailleurs, je me demande quand il travaille. Et de ce que je connais, moi, de la vie politique de ces élus, c'est qu'ils n'arrêtent pas de courir 12 heures par jour, sans jamais travailler. Ils sont submergés de réunions, de rencontres, de serments de main, de cérémonies, etc., sans jamais étudier les dossiers, parce que c'est d'autres qui les étudient, hein, qui leur refilent ensuite, y compris les discours. Au niveau des ministères, c'est la même chose, c'est pas les ministres qui font le travail. Regardez notre pauvre ministre du Travail complètement débordé, on l'a chargé de se faire massacrer par tout le monde, mais c'est toute une équipe qui prépare les dossiers derrière, et le Premier ministre qui contrôle et qui surveille, qui donne des notes, des bonnes ou des mauvaises, etc. On a l'impression d'être dans un monde de spectacle. On est dans un monde du spectacle, je crois profondément. Hein. Ce qui explique finalement que la grande masse des Français, le premier parti de France, on le sait, tout le monde le sait, c'est le parti des abstentionnistes. Et je ne crois pas que ce soit des pêcheurs à la ligne. Il y a eu des pêcheurs à la ligne au fil des décennies électorales, mais je crois qu'aujourd'hui, la majorité des abstentionnistes, c'est pas ça. C'est des gens qui sont d'abord ou bien complètement perdus face à la situation et qui ne voient pas du tout quelle est la réponse que l'on peut apporter au problème. Il faut les comprendre, je crois. Il y a tous ceux qui ne veulent plus aucune des forces politiques en présence, et qui espèrent une naissance quelque part d'autre chose. Il y a ceux qui ont expérimenté les différentes forces politiques et puis qui n'ont pas été satisfaits. D'où d'ailleurs aussi le succès du Front National. Une bonne partie des électeurs du Front National sont des gens qui disent « celui-là, on ne l'a pas essayé encore ». Il y en aurait un 5e, un 6e, on pourrait multiplier mais ce n'est pas la solution. Hein. Mais
je pense qu'il y a cet aspect de... On est soit dans la confusion, soit dans le yaka. Dans tous les pays occidentaux aujourd'hui, l'abstentionnisme est massif. Aux États-Unis, un président est élu avec 25% des électeurs. 25%. Et comme il n'y a que 30% des Américains qui votent à tous les scrutins, vous voyez à peu près quelle est la représentativité d'un président des États-Unis. Comme on dit, un des hommes les plus puissants du monde. C'est une plaisanterie, hein, c'est une plaisanterie. Les représentants ne représentent plus grand-chose aujourd'hui. Et quand vous avez 10% avec 50% d'abstention, vous voyez ce que ça veut dire. Quand vous avez 30% dans un scrutin, ce qui est un score fabuleux aujourd'hui, et qu'il y a 40 ou 50% d'abstention, vous voyez ce que ça veut dire comme représentant. En plus, l'abstention ne comptabilise pas les gens qui ne sont pas inscrits. Et il y a tout un pourcentage de Français qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Le système représentatif est mort. Il faut inventer quelque chose d'autre. Et c'est la tâche, bien sûr, des citoyens. En fait, l'idéal de ceux qui nous dirigent, de cette petite caste qui nous dirige, bien ou mal, d'une façon ou d'une autre, c'est un État sans peuple. Vous savez qu'il y a une pièce célèbre de Bertolt Brecht qui dit que lorsque le peuple a perdu la confiance de ses dirigeants, il doit être dissous. Je crois qu'on en est à peu près là. On ne dissout plus l'Assemblée, on ne dissout pas le président, on dissout le peuple. La preuve a été donnée en 2005 avec l'histoire du référendum. On se passe très bien des citoyens et des électeurs. Et dans les partis, on se passe très bien des adhérents. On n'en a même pas besoin, c'est pas quoi en faire. Si ce n'est en période électorale, c'est-à-dire tous les 1 an et demi, pour aller coller des affiches, distribuer des tracts, encadrer les manifestations. C'est pas une fonction de citoyen. Les citoyens, c'est une participation aux décisions. C'est pas simplement d'être assistant technique de quelques oligarques. Donc, une société sans peuple, c'est formidable. Et ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé, c'est passé très très vite, il n'y a jamais eu de commentaire. On interviewait un dirigeant chinois qui est passé à Paris, et un journaliste lui a posé la question « Qu'est-ce que vous pensez du régime politique français ?» Et le Chinois, en souriant, comme ils savent sourire, a dit « On est très très intéressé, on s'intéresse beaucoup aux dictatures démocratiques. » C'était l'idéal. L'idéal, c'est qu'il y ait des élections tout le temps, liberté d'expression, des changements de parti, des alternances, mais sans que l'essentiel soit mis en cause. C'était très intéressant comme sujet. Alors j'ai essayé de leur expliquer comment on découpe les circonscriptions, comment on change de scrutin selon les résultats qu'on veut obtenir, etc. Quels sont les Français, par exemple, qui connaissent les limites des circonscriptions dans lesquelles ils votent? C'est très important. Vous savez, si vous avez une circonscription où vous élisez un député avec 10 000 habitants, et à côté, une autre circonscription où vous élisez un député de même, mais avec 25 000 habitants, ça fait une inégalité flagrante entre les citoyens. Ah, mais ça, personne n'est au courant, personne ne le sait, et jamais personne n'en parle. Dans les préfectures, avec les ordinateurs et tout, on fait des calculs prévisionnels sur qu'est-ce qui pourrait se passer si tel village était raccroché à telle circonscription, si tel quartier était retiré de tel canton pour être mis dans un autre, pour aboutir à quel résultat, et ça donne de bons résultats. Hein. Et c'est ainsi en permanence depuis 3-4 républiques. Il n'y a que la première république qui a essayé d'être honnête, vous savez comment elle a fini, avec Robespierre sur la guillotine. Je vous signale que Robespierre est le seul homme politique français qu'on a appelé l'incorruptible, ce qui est quand même une preuve d'une rareté assez grande dans notre société. De surcroît, nous sommes une société en miettes. L'idéal, je crois, pour le système actuel, c'est qu'il y ait un appareil de gouvernance tout en haut, puis plus rien, jusqu'à des individus isolés les uns des autres. Alors découpés en tranches avec hommes, femmes, fonctionnaires, salariés du privé, avec précaires, titulaires, enfin des multiplications de sous-catégories qui doit conduire à ce que chacun se sente seul responsable de lui-même, de manière à ce que précisément il n'y ait plus aucune contestation efficace contre ceux de tout en haut. Plus de corps intermédiaires, plus de partis, plus de syndicats. Donc une société en miettes, une société éclatée, qui permet précisément un autoritarisme facile à gérer. Au plan international, c'est exactement la même chose. On dissout les États en petits morceaux. Regardez la Yougoslavie découpée en tranches, l'Europe centrale découpée en tranches, Slovaquie, Tchéquie. Quand ça ne marche pas, c'est le chaos généralisé. On liquide l'Irak, on liquide la Syrie, on liquide la Libye, et ainsi de suite.
Le chaos même est une politique. Organiser le chaos, pour tous ceux qui contestent, c'est tout à fait efficace. C'est ça la lutte politique. C'est la lutte politique. Il ne faut pas se faire d'illusions sur ce qu'est la réalité. Et il n'y a pas yaka. C'est très compliqué de changer les choses. Je me suis permis de faire un petit bouquin sur qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'une 6e République. Parce que la règle du jeu, c'est important quand même. Hein. Techniquement, tout est concevable. On peut imaginer donc une organisation plus rationnelle des choses, plus purificatrice des rapports entre les représentants et la population, une place plus importante accordée aux citoyens, etc. Mais il faudrait encore qu'il y ait des forces pour porter ce genre de projet. N'étant pas un ayatollah, je ne suis pas en mesure de vous dire voilà ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire. Techniquement, tout est possible. Il y a 1000 moyens aujourd'hui de consulter les citoyens sur la plupart des problèmes. Dans une commune, on peut consulter en permanence par référendum, même si ce n'est pas légal aujourd'hui, mais rien n'empêche un conseil municipal de dire on organise un référendum et on s'engage à suivre les résultats de ce référendum et on prendra une décision conforme. Il n'y a rien qui l'empêche. Et sur tous les grands projets, ça doit être la règle logique. Est-ce que vous voulez un stade ou une piscine? Est-ce que vous voulez une école de plus ou une crèche? Je ne vois pas pourquoi un élu aurait un meilleur bon sens que la majorité des citoyens concernés. Et puis il y a des communes où on ne veut rien. Et je les comprends très bien. Je comprends des petits villages, on dit surtout foutez-nous la paix. 3 bancs de plus, ça suffit. Un olivier sur la place, ça suffit. On ne veut rien. Ni développement, ni rien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les citoyens n'auraient pas le droit de ne rien vouloir? Alors que les élus, ils veulent quelque chose, ils veulent laisser leur nom, leur trace, etc. Moi j'ai été élu, on a fait un gymnase dont tout le monde se foutait. C'était normal. Un de mes copains était adjoint et prof d'éducation physique, donc il voulait son gymnase. Alors on a fait un gymnase qui a servi aux écoles, aux écoliers, mais jamais personne n'est allé au gymnase ensuite. Hein. Il tombe en ruine maintenant, parce qu'il y a quelques années que ça a été fait. En fait, on a eu le tort de ne pas consulter la population. On disait, vous voulez un gymnase, vous voulez quoi? Et si nous avait dit rien, on aurait dû comprendre. On veut rien. Et pourquoi pas? C'est aux citoyens de décider, à condition qu'ils aient le dossier réel, avec les alternatives possibles, qu'ils soient informés, qu'ils soient réellement informés et non pas manipulés. Le programme des Nations Unies pour le développement a fait une petite étude très intéressante. Elle dit que dans le monde, 10% des citoyens de la planète participent à des organes de décision. 10%. Si c'est ça la démocratie, je crois que vraiment on n'est pas exigeant. Je crois que ça peut être tout autre chose. Processus auquel nous assistons, qui pour moi est un processus de décivilisation, au profit d'une petite caste très restreinte, qui dirige le jeu. Les milieux d'affaires en premier lieu, pas les politiques, les milieux d'affaires, qui sont très discrets, qu'on connaît à peine, on connaît les noms. En gros, pour la France, le CAC 40, ça ne fait pas la foule. Hein. Mais les milieux d'affaires ont besoin des autres, d'alliés. Alors vous avez donc le personnel politique. Et on aime bien les gens, le personnel politique qui a une origine modeste. Et parmi le personnel politique, il y a beaucoup de gens d'origine modeste. Parce que ça fait bien. D'abord, pédagogiquement, il montre qu'on peut réussir dans notre société, même si on ne part de rien. Hein. Ça, c'est énorme. Alors, on peut constater le petit aventurier du style Bernard Tapie, par exemple, hein, qui fait bien dans le décor. Il a eu un grand succès à un moment donné, hein, avant qu'on s'aperçoive que c'était un escroc. Un escroc intelligent, avec du talent, séduisant, bien sûr. Hein. Les escrocs sont toujours séduisants, d'ailleurs, par nature, sans ça, ils ne pourraient pas escroquer. Donc, on aime bien, c'est le petit gars qui a fait son chemin tout seul ou presque, qui a su prendre le vent là où il fallait au bon moment, et qui est devenu parlementaire, qui est devenu ministre, etc. C'est de bons alliés, très utiles. Et puis les intellos. Il faut des intellos, alliés du pouvoir politique, alliés des milieux d'affaires. On a Minck. Je vous conseille ça se trouve que chez les bouquinistes ou bien sur le net. Mais Minck est le rédacteur d'un rapport qui avait été remis à Balladur. Balladur lui avait demandé un rapport sur la France de l'an 2000. C'était dans les années 95 par là. C'est un rapport extrêmement intéressant rédigé par ce petit bon genre, hein, bien propre sur lui, qu'on voit de temps en temps à la télé. On le voit moins en ce moment parce qu'il vieillit. Mais Alain Minck disait à propos du peuple, comme personne ne savait que le rapport ne serait lu que par Balladur et ses copains et pas par les citoyens, il écrivait sincèrement, il disait
Le problème, c'est qu'il faut contourner les Français. Et pour les contourner, il ne faut jamais faire de réformes. Alors le pauvre Hollande, le pauvre Valls, là ils se sont trompés complètement. Il faut prendre son temps, c'est-à-dire faire une politique homéopathique. C'est-à-dire, on a un objectif, je ne sais pas, par exemple, ne plus payer les salariés, ça serait quand même idéal pour un employeur. Mais alors il faut le faire progressivement, étaler dans le temps, prendre des mesures successives qui vont dans le même sens, pour aboutir en définitive au résultat choisi. Vous voyez la brutalité de notre ami Valls, il veut aller trop vite, il est agressif, on sent qu'il joue l'avenir, ouais, son avenir. Monsieur Prodi, qui a été président de la Commission des Finances, qui a été Premier ministre en Italie aussi, Prodi, il a dit des choses extraordinaires. Il a dit l'intérêt de l'Europe, c'est formidable, c'est qu'on peut faire des trucs sans être bousculé par des échéances électorales. La Commission européenne travaille progressivement, elle met en place un système incontrôlé par qui que ce soit ou presque, car le Parlement européen, il n'a que la faculté d'empêcher, il n'a aucun pouvoir d'initiative. Donc de temps en temps il dit non, rarement, de temps en temps ça lui arrive, mais c'est pas grave, on retarde, et puis on reprend la même mesure quelques mois plus tard. Les élections, c'est embêtant pour les gouvernements, pour cette caste qui dirige. Et les intellectuels, ils sont là pour expliquer, pour légitimer, pour dire qu'ils ont raison, ceux d'en haut, ils ont raison. C'est comme ça qu'on passe à la télévision, c'est comme ça qu'on est accepté par les éditeurs, c'est comme ça. C'est pas forcément pour de l'argent, hein, chez les intellectuels. Les intellectuels, ils ont une maladie, c'est qu'ils préfèrent être médiatisés plutôt que de gagner de l'argent. C'est leur perversion, chacun a la sienne. Hein. Il y en a qui veulent à tout prix piquer dans la poche des autres, d'autres qui veulent être devant des caméras, devant l'écran de télévision, être applaudi, être édité, passer dans un journal, un grand journal, etc. Bon. Alors ils justifient, légitiment. Les économistes sont des spécialistes en la matière. Et si vous voyez la liste des économistes qui passent sur la radio et la télé sur 10 ans, vous en avez peut-être 10, toujours les mêmes, qui passent en boucle. Il y a à peu près, je ne sais pas, 2-3 000 économistes en France, hein, de même niveau. Mais on n'en connaît que 10 qui repassent et qui passent et qui justifient tout, y compris le contraire de ce qu'ils ont dit 6 mois plus tôt. Et vous avez des gens comme Attali, ça fait partie de des demi-clowns de la pensée, hein, qui travaillent en permanence sur des prévisions. Il s'est fait une spécialité, je prévois ce qui va se passer. L'intéressant pour lui, c'est d'acheter les livres d'Attali, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, c'est 3/4 toujours des erreurs, des fautes. Comment voulez-vous prévoir des tas de trucs qui sont imprévisibles? Et là, son dernier bouquin, c'est le comble, c'est un bouquin qui dit « Peut-on prévoir ?» Il faut aussi persuader qu'il n'y a pas d'alternative, et que l'ordre des choses, c'est l'ordre naturel. C'est la plus vieille idée du monde, hein, qu'il n'y a pas d'alternative, pas de futur. Ça, c'est formidable. Comme si l'histoire s'était arrêtée avec nous. Il y a eu 1000 formes d'organisation sociale avant nous, et il y en aura 1000 devant nous. Mais non, il s'agit de convaincre qu'on ne peut rien faire d'autre. C'est comme ça, c'est la nature, c'est normal, c'est naturel. Il y a des puissants et des faibles, des dominants et des dominés. Il s'agit d'obtenir l'obéissance volontaire, la servilité volontaire. Et nous y marchons presque tous d'une manière ou d'une autre, moi comme vous. Parce que c'est plus facile. Dire non, c'est le mot le plus difficile de la terre. S'opposer, c'est ce qu'il y a de plus fatigant. Un humoriste anglais a dit le socialisme, ça serait bien, mais ça prend trop d'après-dîner. C'est vrai, ce soir, il faut sortir hein, pour réfléchir ensemble. C'est fatigant. Rien que pour trouver la salle, c'est déjà un exploit. Hein. Du moins pour ceux qui ne sont pas de Montpellier. La démocratie, c'est avant, donc avant 9h avant 9h le matin, mettons, et après 17h ou 18h. Il ne reste déjà plus grand-chose. Et puis on est fatigué des heures de travail. Qu'est-ce qui reste? Si la démocratie ne pénètre pas le travail, il n'y aura jamais de démocratie. Et donc là, interrogeons-nous sur qu'est-ce que la démocratie dans le travail, dans l'organisation des entreprises, dans l'organisation de l'administration, etc. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a pas de domination et que tout le monde joue son jeu et que le meilleur est récompensé, d'abord ce sont des gens qui ont un sacré culot. Parce qu'il faudrait savoir comment eux ont réussi et comment eux sont devenus dominants. Mais ce sont ceux qui qualifient les autres de populistes. Alors là, c'est encore un mot qu'on a inventé il n'y a pas très longtemps.
On est populiste si quoi? Si finalement on considère que le peuple n'occupe pas la place qu'il devrait avoir dans ce qu'on appelle une démocratie, à moins que peut-être la démocratie n'existe pas. Il y a des acquis démocratiques, c'est vrai. On peut raconter n'importe quoi comme ce soir ici, sans que j'ai des gens d'imperméables qui m'attendent à la sortie. Mais ça change quoi? Imaginez si Bouygues, vous croyez que Bouygues est inquiet des conférences qu'on organise? Je ne suis pas absolument sûr. Il faudrait qu'il s'inquiète petit à petit. C'est pas impossible demain ou après-demain, mais pour le moment, non. Par contre, pour le moment, il y a un autre risque et un danger qui me paraît, moi, tout à fait concevable. Parce que on a en ce moment tous les ingrédients d'un néofascisme qui devient possible dans cette soi-disant patrie des droits de l'homme, entre parenthèses, qui a dominé les 3/4 de la planète en traitant les gens comme des esclaves. Ce qui explique notre avance sur ces pays. Tous les ingrédients sont rassemblés. Bien sûr, l'histoire ne se répète pas, elle change de style, les drapeaux n'ont pas les mêmes couleurs, etc. Mais tout de même, l'histoire, c'est une réalité. Par exemple, tout ce que l'on connaît aujourd'hui chez les islamistes, on l'a vécu avec le christianisme. Au XVIe siècle, l'Inquisition, la torture organisée par l'Église catholique, etc., tout ça, ça fonctionnait dans le même esprit qu'aujourd'hui les islamistes. Parce qu'il y avait un fondamentalisme chrétien, comme il y a un fondamentalisme musulman, ce n'est pas le christianisme ou l'islam qui sont responsables, c'est les chrétiens et les islamistes. Alors je crois qu'il y a des ingrédients. D'abord, il y a la crise économique et sociale. Et tous les fascismes sont nés dans des périodes de crise économique et sociale. Avec des chômeurs qui peuvent être récupérés aussi. Vous savez, les premiers nazis, militants, c'était des gens qui ont été récupérés par le parti nazi, parmi les chômeurs. On leur donnait l'équivalent d'un salaire minimum, ils avaient un uniforme, ils récupéraient leur dignité parce qu'ils devenaient les puissants de la rue, et c'est important pour des gars qui étaient maltraités comme tout par la société, qui deviennent subitement des gens dont on a peur. Au lieu d'avoir peur eux-mêmes, ils faisaient peur aux autres. C'est une sacrée récupération. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas demain aussi même des immigrés qui pourraient servir de cette façon-là, hein? Être récupérés en leur offrant un minimum de services, de prestations pour les aider à vivre, à condition bien sûr d'assurer l'ordre. Il y a cette valorisation permanente de la police et de l'armée. Si vous regardez les programmes de télé, tous les soirs ou presque, il y a éloge de la police. Ça peut être le sous-titre de plein d'émissions, plein de films. Quel est le sujet qui soit traité autre que ceux des films policiers? Cet éloge permanent des forces de l'ordre, ça ne peut pas être force de l'ordre, c'est force de paix, théoriquement. Les gardiens de la paix. Moi, je me souviens de ces gardiens de la paix qu'on avait dans les quartiers de rue, que tous les commerçants connaissaient. On allait les commerçants du coin allaient leur porter des bouteilles de champagne à la veille de Noël, etc. Et c'était des amis du quartier. Aujourd'hui, ils se baladent en tenue de cow-boy ou presque, à 3 dans chaque voiture. Je me demande ce qu'ils font dans les voitures, comme ça en tournant. Ils consomment de l'essence, ça c'est sûr, c'est bon pour Total, mais pour le reste, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que la délinquance diminue grâce à ça, pourtant on les recrute. Vous avez vu que l'armée a de plus en plus de candidatures, c'est ce qu'on comprend, entre le chômage et la valorisation de la force armée, c'est positif. C'est donc un élément de plus. L'accord entre les nazis et l'armée allemande a été décisif pour la victoire et la consolidation du système. Et pourtant, l'armée allemande n'était pas composée du tout de nazis au départ. Tous les officiers étaient en général des aristocrates. Des gens très bien nés qui faisaient l'armée comme carrière prestigieuse, et qui se sont ralliés à des voyous. C'est intéressant de noter la conjugaison des voyous et des milieux les plus privilégiés. Bon. Ensuite, autre élément, le bouc émissaire. Il est absolument vital. Il faut absolument un bouc émissaire. On sait qui était le bouc émissaire sous le régime nazi ou sous le régime de Vichy. Les juifs. Et les marxistes. On oublie en général. Hein. D'ailleurs, ils étaient appelés ensemble judéo-marxistes à l'époque. C'était la belle époque. Bon. Aujourd'hui, on a les Arabes. On les appelle les islamistes. Là encore, c'est un peu la dignité du voyou. En fait, on n'aime pas les Arabes. C'est clair. L'islam, ça fait bien, ça enrobe d'une sorte de dimension culturelle l'hostilité à l'égard d'un mouvement qui serait une sorte de manifestation d'une religion intolérante. Alors que tout simplement, c'est les Arabes. On ne les a jamais appréciés, notamment depuis l'époque coloniale.
c'est pas nouveau. Bien avant, les Sarrasins, les croisades, enfin, ça remonte à très loin, ils ont toujours emmerdé la Méditerranée, donc on s'est toujours combattu. Vous savez, la libération de Jérusalem, c'est aussi une vaste mystification, ce qu'on apprend dans les écoles. Les croisés sont partis pour libérer Jérusalem, pas du tout. C'était pour libérer le commerce maritime en Méditerranée. Et il s'agissait de se débarrasser des corsaires ou des pirates arabes, y compris sur la côte algérienne, quand on a conquis l'Algérie, pour pouvoir maîtriser la circulation commerciale dans la zone. Et en plus, le roi se débarrassait des princes féodaux qui gênaient l'unité du royaume, et comme l'Église était complice du roi, l'Église a dit aux grands seigneurs de province française, il faut que vous alliez à la croisade parce que c'est votre métier et vous devez montrer l'exemple. Donc on construisait le royaume de France uni, et en même temps on libérait le commerce en Méditerranée. Donc on a nos boucs émissaires qui permettent d'expliquer tout. Regardez, Marine Le Pen, elle ne fait pas un seul discours sans parler des immigrés. Pas plus qu'autrefois, dans les années 30-40, il y avait le moins de discours politiques de la droite sans parler des Juifs. C'est formidable. On a notre bouc émissaire. Bouc émissaire, c'est celui qui explique tout ce qui va mal dans une société. S'il n'y avait pas les immigrés, tout irait bien. Donc une explication, ce qui excuse donc les difficultés de nos gouvernants, de nos chers gouvernants. Comment voulez-vous qu'ils fassent avec tous ces immigrés? Et un jour, on nous dira, le régime autoritaire, c'est une nécessité. Vous voyez bien, regardez avec le terrorisme. On ne dit pas le terrorisme islamiste, remarquez bien. Dans la loi sur l'état d'urgence, on ne parle pas, on ne détermine pas qui menace. On parle d'une méthode. Le terrorisme, les résistants français contre les nazis étaient des terroristes. Les mouvements de libération nationale qui ont supprimé les colonies, c'était des terroristes. On condamne une méthode et on prévoit la sanction pour une méthode. Si on disait luttons contre le terrorisme islamiste, je crois que ça ferait l'unanimité. Mais non, on prévoit déjà le pire pour les dominants. Je crois que la grande crainte, elle est née en 68, qui a surpris tout le monde, qui a pris tout le monde à contre-pied, y compris ceux qui ont travaillé en mai 68, qui préparaient, qui n'ont même pas reconnu ce qu'ils avaient semé. Demain, il peut y avoir un Syriza qui réussit, ou un Podemos qui réussit, qui va plus loin que ceux qui étaient prévus. Et ça, il faut prévoir quand on est... Vous imaginez les intérêts qui sont en jeu. C'est énorme. Hein. C'est pas l'artisan du coin qui est menacé. Ce sont des intérêts énormes, qui sont des intérêts transnationaux, qui représentent le 1% des intérêts sur la planète. Mais quel 1%? Des milliards et des milliards. Si vous étiez dans ce 1%, vous feriez de la même façon la même chose. Vous prendriez des assurances avec les politiques, avec les experts, avec les alliés politiques, avec tous ceux qui sont nécessaires pour prévoir le pire, c'est-à-dire un grand mouvement qui pourrait perturber l'ordre de la société. Et c'est ce qu'on prépare, je pense. Et les sanctions que l'on prend contre les syndicalistes aujourd'hui, c'est pour faire peur, pour calmer. Vous voyez ce que vous risquez, hein? Faites joujou encore un petit peu, et puis ça tapera encore plus fort, demain ou après-demain. Bon. Heureusement qu'il y a des syndicats réformistes. Moi, ça m'a toujours... Comment peut-on être à la CFDT? En toute sincérité. Si on est syndicaliste, c'est pour obtenir promouvoir des intérêts, c'est pas simplement pour passer des compromis avec telle ou telle force politique. Autrefois, on appelait ça les jaunes. Citroën était spécialiste des syndicats jaunes. Heureusement, maintenant, on a la CFDT, on est tranquille. Et puis, ils perdent des adhérents, mais on s'en fout de perdre des adhérents. On s'en fout des adhérents, ça n'a aucune importance. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans les partis ou dans les syndicats, on n'en a rien à faire des adhérents. On s'en passe, puis on les renouvelle. Les jeunes, ils arrivent. Et dans les boîtes, c'est des filières. Dans telle boîte, la CFDT est implantée depuis 30 ans, alors on va à la CFDT. Dans telle autre boîte, c'est la CGT, alors on va à la CGT. Ailleurs, c'est FO, on va à FO. Donc le renouvellement, il se fait par la pire des choses, des relais habituels. Donc si on perd une adhésion en 2016, on les récupérera en 2018, c'est pas grave, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est de jouer son rôle, quitte demain à être ministre ou vice-ministre ou secrétaire d'État de ceci ou de cela. Et puis il y a la touche humaine et morale. Tous les fascismes avaient une prétention morale et humanitaire. Les nazis se battaient pour la civilisation.
le fascisme italien pour la civilisation chrétienne. On défendait le christianisme contre le communisme, contre les francs-maçons, contre les juifs. Et donc il y avait une fonction humanitaire contre la barbarie, disons. On recommence. La morale, nous l'avons. Et puis, il y a le culte de l'entreprise. Je crois que tous les jours, entre la police et l'armée, il y a aussi l'entreprise, avec un E majuscule. Et même dans le débat qui a lieu actuellement sur la loi du travail, il n'y a pas un débat entre employeurs et salariés, mais un débat entre l'entreprise et les salariés. L'entreprise est une entité suprême. C'est l'Église d'aujourd'hui, qui a toutes les vertus, qui est la seule productrice de richesse. On ne sait pas exactement ce que c'est, ce qu'il y a derrière, mais l'entreprise. Et puis il y a les salariés qui ne comprennent pas leur propre intérêt. C'est lamentable, pitoyable. Le culte de l'entreprise, dans les universités, c'est tous les jours, dans les grandes écoles, c'est tous les jours, dans la vie médiatique, c'est tous les jours. L'entreprise a toujours raison. C'est Dieu le Père aujourd'hui. C'est comme ça. Et donc nous avons en fait un ensemble d'ingrédients qui vont dans le même sens, régime autoritaire, avec des boucs émissaires, sans contestation possible, pas d'avenir. Il faut accepter l'ordre, sans ça on va mourir. Il faut accepter l'autorité, sans ça on va être battu. La compétition, la compétitivité. Pour mener à bien la compétition, il faut être fort, plus fort. Un sportif doit être plus fort que son adversaire s'il veut gagner. Et donc dans la compétition mondiale, il faut être plus fort que les autres. Et comment est-on plus fort? En étant plus autoritaire, plus ferme, plus uni. La France unie, derrière Charlie. Et j'aime bien le bouquin de Todd, je vous le conseille vivement, sur qui est Charlie. Des millions de gens réunis. Même à Cannes, il y a une manifestation de 2000 personnes à Cannes. Champion de la liberté, comme c'est connu. Cannes, c'est une cité militante, plus active sur la commune qu'à Paris même. Alors bien sûr, rien n'est joué. Il peut très bien se faire que l'avenir soit tout autre que celui que l'on annonce. Mais depuis 1980, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent et qui vont dans un sens très négatif. Bien sûr, il y a des éléments qui peuvent nous rassurer. Je crois qu'il y a conscience aujourd'hui qu'on est tous en train de faire le même diagnostic, mais qu'il faut passer de la défensive à l'offensive. Qu'est-ce que ça veut dire l'offensive en matière politique, en matière sociale? C'est d'exiger beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et la radicalité aujourd'hui de nos engagements me semble être la réponse à la radicalité d'en face. C'est dur d'être radical parce que ça nous met en cause beaucoup plus que la modération, l'esprit de conciliation, etc. Mais ça me paraît la meilleure arme défensive aujourd'hui, c'est l'attaque. Ensuite, c'est la conscience que nous ne sommes pas libres. Il y a 1000 déterminismes, 1000 conditionnements qui font que nous ne sommes pas libres. Dans aucun domaine, aucun des espaces dont on a parlé, depuis la famille jusqu'à la société. Mais en être conscient, c'est le seul moyen d'avoir quelques éléments de liberté et d'en conquérir quelques-unes. Mais si on est prêt à sauter sur la télévision, voire la jeter par la fenêtre, je crois que c'est bon, ça va, ça nous fabrique au contraire. C'est se persuader que Don Quichotte a raison. Et Don Quichotte, il se battait contre des moulins, mais nous, les moulins, on commence à les connaître, on voit qui ça peut être, les Bouygues et compagnie. C'est pas l'UMP, vous savez, on en a parlé tout à l'heure. C'est Bouygues, c'est Lagardère, c'est tous les grands qui se partagent le gâteau et qui nous laissent que des miettes. On le sait. Alors peut-être avoir des projets utopiques, sans dogmatisme, sans sectarisme. On peut être préoccupé de l'émiettement, par exemple, de la gauche de gauche, comme on dit aujourd'hui. Mais je crois que c'est une tradition française. Depuis la Révolution française, depuis la Commune de Paris. Regardez la Commune de Paris, tout le monde se disputait. Regardez la guerre d'Espagne, tout le monde se disputait dans le camp républicain. Je crois que la France, l'Europe du Sud et la France en particulier, on a une tradition de pluralisme dans la contestation. On ne conteste pas de la même manière. On est en désaccord sur tout, sauf sur l'essentiel. Alors il faut que l'essentiel devienne vraiment essentiel, que l'on s'appelle X, Y ou Z, peu importe à mon avis. Je pense qu'il y a des possibilités à condition d'échapper au fondamentalisme. Parce que le vrai fondamentalisme aujourd'hui qui est en face, c'est le fondamentalisme néolibéral et néoconservateur, c'est pas le fondamentalisme islamiste, lui il va passer un jour ou l'autre,
L'autre d'en face, il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide. Voilà, je vous remercie de votre patience.